Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis le professeur El Arabi, votre professeur de microéconomie. J'espère que la reprise s'est faite dans de bonnes conditions. Et donc, je suis votre professeur de microéconomie. Microéconomie, je dirais plutôt l'école néoclassique. Alors, microéconomie, iqtisad juz'i, mais nous inscrivons notre réflexion dans le cadre d'une école. Nous sommes plutôt dans une école de pensée, une école ou l'école néoclassique, que nous définissons comme une théorie de la valeur-utilité ou une théorie de la détermination du prix ou les marginalistes. Nous reviendrons plus en détail sur ces différents concepts. Comme vous le savez, elle regroupe d'abord la microéconomie, c'est l'objet de ce cours, la macroéconomie, et entre les deux, la mésoéconomie. La mésoéconomie, tout ce qui est relatif à l'économie régionale, l'économie de l'environnement, etc. Alors, notre cours portera sur la dimension microéconomique de l'économie, que nous intitulons plutôt l'école néoclassique, ou la théorie de la valeur-utilité, ou la théorie de la détermination du prix, ou les marginalistes. Alors, il s'agit donc d'une école, donc dans le cadre de l'école néoclassique. Alors, la différence entre les différentes écoles porte au niveau des hypothèses. Retenir la différence entre les classiques, les néoclassiques et les marxistes au niveau de la dimension valeur. La valeur, le qima, qu'est-ce qui détermine la valeur? Chez les classiques, ou chez Marx, par exemple, la valeur est une valeur travail. Pour dire quelle est la valeur d'un objet, la valeur d'un bien, c'est la quantité de travail qui est nécessaire pour produire un bien. Je schématise. Chez les néoclassiques, par contre, nous avons la valeur est une valeur utilité. Ce n'est pas une valeur travail. On voit que les classiques, c'est plutôt une dimension macroéconomique, alors que les néoclassiques, c'est une dimension microéconomique. Qu'est-ce qu'on peut dire? En termes méthodologiques, nous avons, avec les néoclassiques, une approche plutôt individualisme, ce qu'on appelle l'individualisme méthodologique, alors que chez les classiques ou chez les marxistes, nous avons une approche plutôt holiste. Nous pouvons dire un mot, par exemple, sur le holisme chez les classiques ou le holisme chez les marxistes. C'est donc une pensée qui tend à expliquer un phénomène comme étant un ensemble indivisible. Alors que la microéconomie, les néoclassiques, ont une approche individualisme et on va donc s'intéresser au comportement des unités individuelles. Les classiques et les néoclassiques ne s'entendent que sur deux éléments. Ce n'est pas parce que nous avons ajouté un préfixe néo qu'il s'agit d'une école qui prolonge une autre école. Ils sont d'accord sur quelques éléments, mais ils sont totalement en désaccord, par exemple, sur la question de la valeur. Et la question de la valeur est fondamentale en économie, en microéconomie. La question de la valeur est fondamentale. En une valeur, ou définissent la valeur comme étant une valeur utilité. Qu'est-ce qui détermine la valeur chez les néoclassiques? C'est son utilité. Mais préalablement, avant, les néoclassiques définissaient la valeur par la notion de besoin. Alors, qu'est-ce qui déterminait la valeur avant? C'est la notion de besoin. J'ai soif, j'ai besoin de boire, donc je vais boire de l'eau. J'ai faim, je vais manger, donc
Mais cette notion de besoin, dans cette notion de besoin, nous avons des éléments objectifs. Il y a des éléments objectifs, mais il y a également des éléments subjectifs. Nous avons des éléments objectifs. Par exemple, j'ai faim, j'ai besoin de manger, j'ai soif, j'ai besoin de boire. C'est un élément totalement objectif. Mais il y a également dans la notion de besoin des éléments subjectifs. Des éléments subjectifs, exemple, il y a des croyances, mes coutumes, nos traditions. Des fois, on a des habitudes de consommation ou des habitudes de production, donc qui sont totalement subjectives. Et donc, les néoclassiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont remplacer cette notion de besoin par la notion d'utilité. La notion d'utilité, valeur-utilité, et donc on va appeler les néoclassiques les théoriciens de la valeur-utilité. Et on n'est plus donc dans la microéconomie. Pour moi, ça ne veut rien dire, c'était ça juste i. C'est vrai que lorsqu'on parle de la microéconomie, c'est la partie de l'analyse économique qui va étudier des faits ou des comportements des unités individuelles. Oui, c'est vrai, nous étudions les comportements des unités individuelles, des unités individuelles, des comportements de consommation, des comportements de consommation et des comportements de production. Donc nous étudions les comportements des unités individuelles, des comportements individuels pour s'informer. Un individu, il va s'informer, donc on va l'étudier dans la micro, comment il va affecter ses ressources à l'épargne, à la consommation. Donc ça aussi, on va l'étudier au niveau de la microéconomie. Donc nous étudions les comportements des unités individuelles, contrairement aux classiques qui vont étudier les agrégats, les éléments dans leur ensemble. Donc ça, c'est le premier élément. Ça ne m'intéresse pas de dire micro, c'est plutôt, nous sommes dans le cadre d'une école. Il faut toujours garder ça à l'esprit, c'est une école. Il y a plusieurs types de valeurs. Donc nous avons une valeur d'usage et une valeur d'échange. Dans l'usage, un bien, il a une valeur avant d'aller à l'échange. Avant d'avoir une valeur d'échange, un bien a une valeur d'usage. Donc après, il pourra s'échanger. Là, on est dans le cadre, bien évidemment, de l'école, comment l'école, elle, interprète cette valeur. Nous allons étudier les comportements des unités individuelles. Mais quel type de comportement? Nous allons étudier des comportements de consommation. Nous allons donc dans notre cours étudier dans le semestre 1 les comportements du consommateur et le comportement du producteur. Ça, c'est le contenu, le comportement du producteur. C'est le programme du premier semestre. En S2, nous allons étudier les marchés. Alors, pour étudier le marché en S2, le marché, c'est quoi? C'est une offre et une demande. Donc, j'ai besoin d'une fonction de demande et j'ai besoin d'une fonction d'offre. En S1, nous allons démontrer que la demande est une fonction décroissante du prix. Plus le prix augmente, plus la demande baisse. Alors, il y a une relation décroissante, nous avons la demande, et puis on a une fonction d'offre. Plus le prix augmente, là on a les prix, et là on a les quantités. Plus
le prix augmente, plus l'entreprise offre. Ça va de soi. Et c'est la rencontre, la confrontation de l'offre et la demande qui va permettre de déterminer un prix. Gardons ça à l'esprit. Alors je reviens. En S1, nous étudions le comportement du consommateur. Pourquoi? En fait, pour déterminer une fonction de demande. Et nous étudions les comportements du producteur. Pourquoi? Pour déterminer une fonction d'offre. Et le cours s'arrête en S1. Nous avons besoin d'une fonction de demande et d'une fonction d'offre pour pouvoir étudier les marchés. Mais lorsqu'on étudie les marchés, qu'est-ce qui m'intéresse dans l'étude de marché? C'est les prix. Comment se détermine le prix sur le marché? C'est pour ça qu'on appelle la microéconomie la théorie de la détermination du prix. Donc vous voyez que microéconomie, à la limite, ça ne veut rien dire. Petit Sadjoussi, pour moi, ça ne veut rien dire. D'abord, c'est une théorie de la valeur. Elle s'intéresse à quelle valeur? C'est une valeur utilité, parce qu'on va parler que de l'utilité ce semestre. Et puis, c'est une théorie pour déterminer le prix. Donc, les néoclassiques sont les théoriciens de la valeur, utilité, et c'est une théorie de la détermination du prix, puisqu'on va étudier la détermination sur le prix sur le marché. Après, lorsqu'on va voir le marché, les différents marchés de concurrence pure et parfaite, de monopole, discriminant, ça c'est l'Est. Donc j'ai besoin d'étudier, vous voyez avec moi jusqu'à ce niveau-là, j'ai besoin d'étudier quoi? J'ai besoin d'étudier le comportement du consommateur et le comportement du producteur pour pouvoir à la fin étudier le marché. Je vois qu'il y a un mot qui revient ici, c'est comportement. Nous étudions les comportements. On va étudier les comportements du consommateur, les comportements du producteur. Donc, il y a le mot comportement. Il faut garder ça à l'esprit. On en aura besoin parce qu'après, c'est les calculs mathématiques. Ça, en principe, ça ne devrait pas nous poser de problème. Et il faut d'abord conceptualiser. Nous étudions des comportements. Les comportements de l'être humain, de l'homme. L'homme, il doit faire des choix. Il doit prendre des décisions. Lorsqu'il prend des décisions, il doit effectuer des choix. Dans la vie, il faut effectuer des choix. Est-ce que j'épargne? Est-ce que je consomme? Est-ce que j'investis? Donc, comment je vais affecter mes ressources? Comme vous avez décidé un jour de vous inscrire à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, vous avez effectué un choix. Un choix supposé rationnel. Suivez-moi, c'est la séance la plus importante. Après, en principe, ce n'est que des calculs. Donc, le choix doit être rationnel. Il ne faut pas me dire, bon, je me suis inscrit à la faculté d'économie parce que... Non, c'est un choix rationnel et des éléments objectifs. Il y a certainement des éléments subjectifs, mais il y a des éléments objectifs dans notre choix. Dans la prise de décision, il y a des éléments objectifs et donc c'est un choix rationnel. Le comportement de l'homme rationnel. Oui, mais lorsque les néoclassiques, ils vont adopter cette hypothèse de rationalité. C'est une hypothèse. La rationalité, selon les écoles, deuxième élément le plus important. On a vu la valeur, premier élément fondamental, l'utilité, deuxième élément, et puis le troisième, c'est l'hypothèse de rationalité. Chaque école va supposer un type de rationalité. Hypothèse de rationalité. Alors, la rationalité néoclassique, vous voyez, on est dans une école. La rationalité néoclassique est une rationalité optimisante. C'est-à-dire qu'on va supposer l'homme, c'est ce qu'on appelle l'homo economicus, l'homme économique,
l'homo economicus, l'homme économique, rationnel, calculateur. Lorsqu'il prend une décision, il y a un calcul. Il observe, il analyse, il calcule et il passe à l'action par la suite. Et même quand il passe à l'action, selon une logique et une méthode de l'esprit. Mais ça, c'est la rationalité néoclassique. C'est une hypothèse, l'hypothèse de rationalité. Donc cette hypothèse de rationalité, c'est un postulat. Le postulat, c'est-à-dire que c'est un principe. Qu'est-ce qu'un postulat? Donc, c'est un principe que nous n'allons pas démontrer. Moi, je ne vais pas vous démontrer, lorsque je vais étudier les comportements, je ne vais pas vous démontrer que l'agent, l'acteur, l'homme, lorsqu'il va sur le marché pour prendre une décision d'achat, voilà, il est rationnel, voilà comment il est rationnel. Non, je le pose comme postulat, comme un principe que nous n'allons pas démontrer. Ce n'est pas notre objectif cette année. Non démontré, mais j'en ai besoin pour étudier la micro. Donc le postulat, c'est un principe non démontré, mais nécessaire à la démonstration. Je ne peux pas étudier la microéconomie sans poser comme point de départ, je suppose l'homme rationnel. Une rationalité optimisante. Dans ce principe, dans ce postulat, nous allons trouver qu'il y ait un principe, le postulat de rationalité, on a dit qu'il y ait un principe non démontré. Je ne vais pas vous le démontrer comment il est rationnel, mais je vais vous dire que c'est une rationalité optimisante. C'est un homo economicus, calculateur. Nous effectuons des calculs. C'est ce qu'on fait en micro. On élabore des modèles, on fait des calculs pour prendre une décision, pour effectuer un choix rationnel. Alors ce postulat qu'on ne va pas démontrer, il contient un certain nombre d'axiomes. L'axiome, on n'a pas besoin de le démontrer. Par exemple, cet acteur, cet agent, lorsqu'il doit choisir entre, je ne sais pas, deux biens quelconques, les bananes et les pommes, il est capable de dire l'utilité de la banane est supérieure à l'utilité de la pomme. Il est capable donc de dire un bien X, l'utilité d'un bien X est supérieure à l'utilité du bien Y. Ça, c'est le principe de linéarité. Deuxième principe, le principe de transitivité. Alors, le principe de transitivité, vous avez ces éléments dans le cours. Le principe de transitivité, c'est-à-dire, si je dis que l'utilité de X est supérieure à l'utilité de Y, et l'utilité de Y est supérieure à l'utilité de Z, donc automatiquement, l'utilité de X est supérieure à l'utilité de Z. Donc ça, c'est le principe de transitivité, le principe de non-saturation, l'axiome de non-saturation. Excusez-moi, il y a l'axiome de linéarité, capable de dire, l'axiome de transitivité, l'axiome de non-saturation, c'est-à-dire qu'un être humain, rationnel, calculateur, il préfère toujours plus à moins. Si on me demande est-ce que vous voulez 1000 dirhams et 20 dirhams, donc je suis capable, si je sais que 1000 dirhams est supérieur à 20 dirhams, donc l'utilité de 1000 dirhams, ça c'est le principe de non-saturation. Donc il y a plus ou moins de préférence, de continuité, c'est-à-dire s'il y a un choix entre A et B, j'ai déjà fait un choix entre un bien A et un bien B. L'utilité du bien A est supérieure à l'utilité du bien B. S'il y a un troisième choix qui intervient, un bien Z, le troisième choix ne va pas affecter le choix que j'ai déjà établi et le classement que j'ai déjà établi entre le bien X et Y. Il ne va pas l'affecter. Il intervient dans mes calculs, mais il ne l'affecte pas. Le choix, il est déjà fait. Je préfère A à B. La rationalité néoclassique est une rationalité donc optimisante. Donc on a souvent, donc cette phrase, on va la prendre par cœur. Alors, l'hypothèse de rationalité, nous sommes dans le cadre de l'école néoclassique, c'est-à-dire la rationalité néoclassique, puisque toute la micro, c'est les néoclassiques.
Donc, la rationalité néoclassique est une rationalité optimisante. Quoique l'optimum en mathématiques, comme vous le savez, c'est un extrémum. Mais nous, après, on va préciser. Puisque ça peut être un max, ça peut être un min. Donc, la rationalité néoclassique est une rationalité optimisante. Elle est au service de l'égoïsme. C'est un homo economicus, donc il est égoïste, un ennemi, contraire de l'altruisme. L'homme économique que nous étudions cette année, l'homo economicus que nous étudions cette année, est un être égoïste. Il préfère maximiser. Qu'est-ce qu'il maximise? Il cherche le maximum de quoi? Il cherche le maximum de satisfaction. Mais on ne va pas dire satisfaction, puisqu'on sait que chez les néoclassiques, c'est la valeur utilité, donc il maximise son utilité. Il cherche le maximum. Donc la rationalité néoclassique est une rationalité optimisante au service de l'égoïsme et de l'hédonisme. On ne s'étalera pas sur cette notion d'hédonisme, mais on peut y revenir une autre fois. Et donc il cherche automatiquement à maximiser son utilité. Alors tout ce qu'on va faire cette année, on va chercher le maximum d'utilité, le maximum de satisfaction que procure chez le consommateur. Si j'étudie le consommateur, la première partie, le comportement, on a dit, du consommateur, étant rationnel, étant égoïste, cherchant à maximiser. Donc on va établir des programmes qui nous permettent de déterminer, par exemple, quelle est la quantité de bien X et du bien Y qui permettent de maximiser l'utilité. C'est ça le programme, c'est tout ça, c'est ça le programme de la microéconomie. Bien évidemment, il y a une dimension qui manque. Oui, il cherche à maximiser son utilité. Il y aurait des contraintes. Parce que bien sûr, il y a des contraintes. Par exemple, la contrainte du budget. Il peut y avoir une contrainte parce que ce n'est pas quelqu'un qui a un revenu, par exemple R, qui est égal à 100 dirhams. Ce n'est pas pareil que quelqu'un qui a un revenu égal à 1000 dirhams. Les comportements ne sont pas les mêmes, ses choix ne sont pas les mêmes et ses décisions ne sont pas les mêmes étant donné qu'il y a une contrainte. Donc le programme que nous allons étudier cette année, c'est quelle est la quantité de X et Y, la combinaison optimale qui va permettre au consommateur de maximiser son utilité sous la contrainte d'un budget R, qui aura une valeur quelconque. Et là, bien sûr, la quantité est, puisque à notre niveau, en S1, on ne maîtrise pas encore totalement bien l'économie, donc on va retenir que deux biens. C'est-à-dire que comme si vous partez dans un magasin, il n'y a que deux biens. Bien X et bien Y. Rien ne change s'il y a plusieurs biens, mais c'est le modèle le plus simple. Nous avons X et Y. Vous arrivez dans un magasin, vous avez deux biens, X et Y. Et j'ai dans ma poche 100 dirhams. J'achète X ou j'achète Y. Ça va de soi, la première fois, dans mon caddie, il n'y a rien. Il est vide mon caddie. Alors, est-ce que j'achète la première unité de X ou la première unité de Y? En fonction de l'utilité que je vais lui affecter, si j'affecte une utilité à X supérieure, j'achète une première unité. Maintenant, j'ai une unité dans mon caddie. Deuxième, j'ai encore de l'argent. Je l'ai payé par exemple 15 dirhams. Il me reste encore de l'argent. Ça, il faut le préciser. Chez les néoclassiques, il n'y a pas d'épargne. C'est très important ces éléments. L'épargne, on va le noter S. Il n'y a pas d'épargne. C'est-à-dire que dans mon revenu R, je n'affecte aucun montant à l'épargne. Donc, quand je vais au magasin, je consomme et je détruis la totalité de mon revenu. S'il me reste des 100 dirhams, s'il me reste 1 dirham, il faut le dépenser. Il faut que le revenu, quand je sors du magasin, il y a 0 centime. Puisque à la base, eux, ils posent comme hypothèse, il n'y a pas d'épargne, les néoclassiques, il n'y a pas d'épargne. Donc, automatiquement, on va aller vers la consommation. On va aller, alors, hop, je reviens ici.
Ça, c'est important. Donc, le programme, on a dit, c'est maximiser mon utilité, c'est maximiser mon... Ça va de soi, quand on va être chez le producteur, il peut y avoir deux ou trois programmes. Ce sont les seuls programmes que nous allons avoir. Par exemple, si on est chez le producteur, pareil, chez le producteur, nous allons avoir deux facteurs de production. Je suis dans l'entreprise, j'utilise des facteurs de production. Les facteurs de production, pareil, comme chez le consommateur, il n'y a que X et Y, chez le producteur, il n'y a que le capital et le travail. C'est les deux seuls facteurs de production que nous allons utiliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui n'est pas travail, on le met dans le capital. Par exemple, la terre, on la met dans le capital. Pour simplifier pour les étudiants de première année universitaire. Donc, tout est dans le capital et nous n'avons que deux facteurs de production, capital et travail. Et l'entreprise, donc, elle va associer le travail et le capital, qui peut être l'argent et le travail. Et donc, je mets en marche le processus de production. Et donc, pareil comme ici, lorsqu'on va étudier le producteur, c'est photocopie du consommateur. Il n'y a que les termes qui changent. Sinon, le raisonnement est le même, les programmes, on maîtrise le consommateur, on maîtrise le producteur. En général, pour les étudiants, c'est plus facile le consommateur que le producteur, mais soyez vigilants, c'est exactement la même chose. Donc, je vais remplacer pareil comme ici. Quelle est la quantité, se pose le chef d'entreprise. Demain, quand vous allez être chef d'entreprise, vous allez dire quelle est la quantité de capital que je dois mettre, la quantité de travail que je dois mettre. Pourquoi? Pour maximiser. Mais dans l'entreprise, il n'y a pas d'utilité. Simplement pour maximiser quoi? Mon profit. Mais maximiser le profit. On note comme ça le profit. Maximiser. Pourquoi maximiser? Parce que je suis chez les néoclassiques. Vous n'allez jamais dire, ah oui, en microéconomie, non. Si vous inscrivez votre réflexion dans le cadre des écoles de pensée, dans cette école, chef d'entreprise, c'est la phrase, l'éternelle phrase, il est rationnel, la rationalité elle est optimisante, il est égoïste, il cherche à maximiser. On remplace que les termes que nous avons, je remplace l'utilité, voilà, il maximise son profit. De fait, combien je dois utiliser de capital, combien je dois utiliser de travail pour maximiser le profit. Mais il peut y avoir un autre programme. S'il s'agit de dire combien ça va me coûter, cette création d'entreprise, ou si je dois acheter une machine, ou est-ce que je vais chercher le coût le plus élevé? C'est un programme chez le producteur, quelle est la quantité de capital et le minimum de coût. Soit je cherche à travailler avec la combinaison avec le minimum de coût, soit la combinaison avec le maximum de profit. Donc on est bien dans l'optimum. L'optimum est un max, est un min. Nous avons là un schéma de ce que nous pouvons étudier en S1. Il y a deux façons donc d'approcher, d'étudier la micro. On a dit valeur, utilité. Utilité, on peut l'étudier et supposer qu'elle est mesurable. Gardez ces termes parce que je vais feuilleter rapidement le document que je vais vous donner. On va trouver ces termes. Soit elle est mesurable. Il y a certains auteurs qui disent l'utilité est mesurable. On peut la mesurer. C'est-à-dire, on peut dire, si je mange une pomme, si je bois une bouteille d'eau, elle va me donner une utilité X, le bien X, une bouteille d'eau, un verre d'eau. Elle va me donner, par exemple, 15 utilités. 15. Ça, c'est Stanley Jevons notamment. Ils vont dire elle est mesurable, on peut la mesurer. Et donc, si nous supposons que l'utilité est mesurable, nous allons utiliser une approche cardinale. L'approche cardinale suppose que l'utilité est mesurable. On ne va pas trop y insister, vous l'avez dans la première partie du document, mais on ne va pas insister trop. En général, moi je propose à mes étudiants dans la première partie du cours cette approche pour familiariser, parce que la notion d'utilité, comment on mesure l'utilité, on suppose qu'elle est mesurable et donc on va la mesurer. Deuxième partie, d'ailleurs dans la deuxième section de ce chapitre, nous n'allons pas dire l'utilité est mesurable.
On va simplement supposer que le consommateur est capable de classer l'utilité. Classer les utilités. On notera U toujours l'utilité. C'est-à-dire, je suis capable de dire l'utilité du bien A est supérieure à l'utilité du bien B est supérieure. Donc là, c'est l'approche ordinale. Une approche ordinale. Voilà, c'est la première partie. Vous allez trouver dans les cours l'approche utilité mesurable, approche cardinale. Deuxième partie, l'utilité, l'approche ordinale. Et la dernière, nous avons dit les marginalistes. Les marginalistes, on les appelle les marginalistes. Pourquoi on les appelle les marginalistes? Parce qu'ils raisonnent à la marge. Exemple, moi, ça ne m'intéresse pas quand je vais boire, par exemple, supposons que, on va dire, la fonction, c'est boire un verre d'eau. Si je bois un verre d'eau, premier verre d'eau, premier verre, on va rester dans l'approche cardinale, on suppose qu'elle est mesurable pour vous initier, puis après on va travailler avec les fonctions. Donc supposons qu'elle me donne 20 utilités. Premier verre d'eau, j'ai très soif. Donc le premier verre me donnera une utilité relativement élevée. Je lui affecte une utilité très élevée. Quand je vais boire le deuxième verre, pas les deux verres, le deuxième verre, j'ai un peu moins soif. Donc, il me donnera encore de l'utilité, mais une utilité inférieure. Donc, supposons qu'il va me donner 15 utiles. Si je bois un troisième verre, le troisième, pas les trois verres, peut-être j'ai moins soif, j'ai pratiquement pas soif, il va me donner 2 utiles. Le quatrième verre, il va me donner 0 utile. Et si je continue à boire un cinquième verre et un sixième, je rentre dans la désutilité, le contraire de l'utilité. L'utilité marginale, les marginalistes, donc ils étudient l'utilité marginale, al-manfi'a al-hiddiya. Donc, l'exemple le plus pratique pour comprendre, c'est les médicaments. Si vous prenez une pilule vous avez une maux de tête, si vous prenez la pilule 1, elle va vous soulager votre douleur. Deuxième, peut-être elle va vous soulager complètement. Mais si vous en prenez 3 ou 4, vous allez être malade. Donc vous rentrez dans la désutilité. Donc vous voyez, le premier verre. Alors l'utilité du premier verre. Quelle est l'utilité du premier verre? Dans un deuxième temps, je vais voir l'utilité du deuxième verre. J'oublie le premier verre. Donc, je suis à la marge, à l'hamish, c'est-à-dire l'unité supplémentaire. L'utilité de la consommation de la deuxième unité. Si je fais la somme des deux, le premier verre et le deuxième verre, ils vont me donner une utilité. Par exemple, le premier et le deuxième, vous voyez très bien, le premier et le deuxième verre, si on fait la somme, si je fais la somme du premier et du deuxième verre, vous voyez que son utilité totale est égale à 20 plus 15, est égale à 35 utiles. Vous voyez que si le premier verre et le deuxième verre, c'est-à-dire les deux verres, ça c'est l'utilité totale. L'utilité totale des deux verres est égale à 20 plus 15. 20 utiles plus 15 est égal à 35. L'utilité totale de 3 verres, pas du troisième verre. Le troisième verre, il m'a donné une utilité, on a dit par exemple deux utilités. Le troisième verre, il donne 2 utilités. Mais les 3 verres, c'est la somme des utilités. C'est 20 plus 15 plus 2. Alors, pour obtenir l'utilité totale, on fait la somme des utilités marginales. Donc, ici, c'est 20 plus 15 plus 2. 37. Et on peut continuer. Donc, l'utilité totale,
C'est simplement la somme des utilités marginales. Ça, c'est l'utilité marginale du premier vers, l'utilité marginale, puisqu'avant il y avait 0. J'augmente le nombre de vers, il passe à 1. Deuxième vers, c'est l'utilité marginale du deuxième vers, 15 utilités. L'utilité marginale du troisième, à la marge, c'est-à-dire chaque fois, j'augmente ma consommation et chaque fois, l'unité supplémentaire, l'wahda al-idafiya, me donne une utilité. C'est une utilité à la marge. Lorsque j'avais un seul vers, c'est 20. Lorsque j'avais deux vers, c'est 15. Deuxième vers, c'est 15. Mais si je fais la somme des deux, j'ai bu 2 verres. Les 2 verres me donnent 35 utiles. Mais le deuxième vers me donne que 15. Ça, c'est l'utilité marginale du deuxième vers. Et ça, c'est l'utilité marginale du premier vers. Donc, on voit que l'utilité marginale, l'utilité totale est la somme des utilités marginales. Et les néoclassiques, ils raisonnent à la marge. On les appelle donc les marginales. Alors, on va essayer de voir quelques... Vous voyez, par exemple, on a parlé de la valeur. La valeur est fondée, voilà Adam Smith, la valeur des choses est fondée. La valeur des choses est fondée sur leur utilité. Ou ce qui revient au même, sur les besoins. Bon, Adam Smith, à ce niveau-là, il fait encore la confusion. On a dit les besoins. Qu'est-ce qu'on a dit sur les besoins? Elle renferme des éléments objectifs et des éléments subjectifs. Donc, on l'a remplacé. On l'a remplacé. On l'a remplacé par la notion d'utilité. Alors, ça, c'est le fondement philosophique de l'école. Alors, la rationalité, on a parlé de la rationalité. Est-ce que c'est une propriété de l'humanité? Nous, on a dit ce n'est qu'une hypothèse. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'homme est en lui-même rationnel? Est-ce que c'est inné? Non, je ne sais pas, c'est un débat philosophique. Il y en a qui pensent que c'est une propriété de l'humanité ou une simple hypothèse méthodologique. Il y a un débat sur la rationalité, on n'a pas le temps, mais on peut revenir, Inch'Allah, à la fin de cette pandémie, on va se retrouver, on va travailler de façon plus conviviale, et donc on va revenir sur ces éléments. On a dit c'est une hypothèse, c'est un postulat non démontré, on ne va pas le démontrer, on va l'accepter parce qu'on a besoin de cette hypothèse. Si on détruit l'hypothèse de rationalité, vous détruisez la microéconomie. Vous détruisez l'école néoclassique, donc ça reste un débat. Alors il y a énormément d'auteurs qui vont, je passe, par exemple Jeremy Bentham, voilà, l'utilité peut être mesurée selon Jeremy Bentham, c'est ce qu'on a dit, c'est l'approche cardinale, on peut la mesurer, et puis la notion de valeur, donc là aussi il nous dit la valeur n'est pas inhérente au bien, elle n'est pas en lui-même. On a dit il y a une valeur d'usage et il y a une valeur d'échange. Oui, mais la valeur, ce n'est pas seulement l'utilité, il y a un autre élément. Quand je fais des choix, je suis amené à effectuer un choix rationnel. Donc il y a un autre élément qui va déterminer la valeur que je vais attribuer, c'est la notion de rareté. Avant, c'était le besoin et la rareté. Plus un bien est rare, plus son prix est élevé. Ça va de soi. Dans l'abondance, nous attribuons une valeur faible à un bien, même si on en a besoin. S'il y a une très bonne récolte, il y a beaucoup de pommes de terre, oui, on a besoin de la pomme de terre, mais puisqu'elle est en abondance, bon, son prix peut tomber. Donc la rareté avec l'utilité détermine la valeur. Rareté et utilité, il y a deux éléments qui déterminent la valeur. Et on a dit qu'une fois qu'on a la valeur, nous déterminons le prix. Donc nous étudions l'économie de la rareté. Elle existe, l'économie de l'abondance. Elle existe. Le prix égale à 0. Quand on est dans une économie de l'abondance, le prix égale à 0. Nous n'étudions pas cette économie. Nous étudions exclusivement l'économie de la rareté. Alors, est-ce que j'ai oublié un autre élément? On peut revenir plus en détail. S'il y a un élément, excusez-moi, pour suivre le cours que vous avez. Voilà la rationalité. D'abord, la rationalité néoclassique,
C'est la fameuse phrase, étant une rationalité optimisante, elle est au service de l'égoïsme et de l'hédonisme. Donc, un agent économique, le mot économique est dit rationnel s'il prend toujours ses décisions en vue de maximiser, c'est-à-dire l'optimum. Hein. C'est l'optimum, nous l'avons dit, c'est, alors là, maximiser. Mais il peut minimiser si on est chez le producteur. Là, on est chez le consommateur. Donc, il maximise son bien-être. On a remplacé la notion de bien-être par l'utilité, par notion d'utilité. Voilà, hop, pour que ce soit visible. Par la notion d'utilité, il maximise son utilité puisqu'on a dit il est rationnel selon les néoclassiques. Parce qu'il y a une rationalité limitée un autre auteur, une autre école. Je ne veux pas, il y en a certains qui disent non, l'être humain n'est pas rationnel. Donc nous, on est dans une école, elle nous a donné ses hypothèses, elle a posé ses hypothèses, c'est en principe, on a dit non démontré, mais on en a besoin pour établir la démonstration. C'est un principe avec des axiomes, il y a un certain nombre d'axiomes, vous l'avez dans le cours, sinon, donc principe de transitivité, linéarité, non-saturation, etc., un certain nombre d'hypothèses. Ce sont les programmes, maximiser l'utilité totale chez le consommateur ou maximiser le profit ou minimiser les coûts chez le producteur. Nous sommes encore chez le consommateur, je maximise, mais sous contrainte, il y a toujours une contrainte. Alors la contrainte budgétaire, nous ne retenons que la contrainte budgétaire en S1. Il y a plusieurs contraintes qui peuvent s'imposer à moi quand je dois prendre une décision. Ça va de soi, je prends une décision, il y a plusieurs contraintes, internes et externes, au niveau de l'entreprise aussi, chez le producteur. Mais à notre niveau, pour simplifier, on a dit on ne retient que deux biens, un bien X, que deux biens, un bien X et un bien Y, par souci de simplification. Chez le producteur, un facteur de production, on a dit capital, et un facteur travail. On a donc une combinaison X et Y, et on a une combinaison capital-travail. Et l'objectif, le travail qu'on va faire cette année, c'est simplement quelle est la combinaison de X et Y que je dois acheter pour maximiser mon utilité, mais sous contrainte. Il y a une contrainte qui s'impose à moi, à savoir mon budget. Ça va de soi, combien j'ai dans ma poche, combien j'ai décidé de dépenser. Alors, voilà. On va donc... alors, ce que l'on entend par rationnel, voilà, on l'a déjà défini, c'est le principe de linéarité. C'est quoi le principe de linéarité? On a dit simplement, je suis capable de dire je préfère, mais on ne va plus utiliser le terme je préfère, on va utiliser directement, maintenant on sait quel terme nous devons utiliser. Donc on va dire l'utilité du bien X est supérieure à l'utilité du bien Y. Je suis toujours capable, ayant cette rationalité, de dire je préfère le bien X au bien Y. Le principe de non-saturation, je veux toujours plus à moins. Si UX me donne beaucoup plus, on a donné l'exemple de l'argent, si on me donne 100 dirhams à choisir entre 100 dirhams et 20 dirhams, c'est le principe de non-saturation ou de non-saturation. Ça dépend du manuel que vous allez utiliser, ça veut dire la même chose. Le principe de transitivité, on l'a vu, si je préfère X à Y et je préfère Y à Z, automatiquement, je préfère X à Y, je n'ai pas besoin de faire... le principe de substituabilité, je suis capable de remplacer un bien par un autre bien. Si le prix d'un bien X augmente, je le remplace par le bien dont le prix est plus faible. Bien sûr, pour la même utilité, puisque je suis rationnel, j'achète en fond. Bien sûr, il y a des exceptions à la règle. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, l'effet Veblen, ou l'effet Veblen, ou le fait snobisme. C'est-à-dire, il y a des jeunes, par exemple, parmi vous, qui achètent parce que c'est cher. Plus c'est cher, plus j'achète. Ils ne rentrent plus dans ce modèle. C'est un autre modèle. Mais ça peut exister, c'est un comportement. Il faut trouver d'autres éléments pour expliquer. Rappelez-vous ici les éléments objectifs qu'on a retenus. La valeur, c'est l'utilité.
Mais un snob, l'effet Veblen, par exemple, une jeune demoiselle, elle veut se distinguer, je ne sais pas, elle va acheter un parfum qui coûte très cher parce que ça lui permet de... C'est une forme d'expression pour se distinguer des autres, être différent des autres. Les jeunes, bon, on a envie d'être différent. Et donc, je peux acheter parce que c'est des espadrilles de marque, alors que ce n'est pas toujours objectif. C'est ce qu'on appelle l'effet Veblen, c'est être... À un moment donné, les utilités marginales de x égale l'utilité marginale de y, ils me donnent la même utilité, la même satisfaction. Je n'ai plus besoin de choisir. Ça y est, je suis arrivé à un niveau où j'ai la même satisfaction. Bien sûr, en tenant compte de la dépense ou bien du budget. Je peux dire, je suis à l'équilibre. Oui, mais le dernier mais, c'est... il y a quelque chose qui manque ici. Est-ce que je vais comparer deux biens, X et Y, sachant que le bien X, son prix, le prix de X, par exemple, est égal à 10 dirhams. Un stylo. Et un bien Y, dont le prix est égal, je ne sais pas moi, 2000 ou 3000 dirhams. Je ne vais pas comparer les utilités, alors que le prix n'est pas le même. Si vous allez vous rentrer dans une grande surface et on va vous dire, alors choisissez, vous êtes rationnel, la rationalité néoclassique, optimisante, vous êtes égoïste, vous cherchez le maximum d'utilité, vous préférez un téléviseur ou bien 1 kilo de pommes de terre. Rationnel, donc automatiquement je préfère un téléviseur. Mais on ne peut pas comparer leurs utilités. Pourquoi? Tout simplement parce que le prix n'est pas le même. Il faut les ramener au même prix. Je dois comparer des choses relativement par rapport au même prix. Parce que automatiquement, un téléviseur à 2000 dirhams me donnera beaucoup plus d'utilité que, je ne sais pas, une table ou autre chose qui coûte moins cher. Donc, il faut les ramener au prix. Il faut les pondérer. Donc, je ne compare plus les utilités marginales, mais pondérées par leur prix. Je tiens compte du prix sur P de X sur P de Y. Alors, un consommateur est en équilibre, finalement, si le rapport des utilités marginales pondérées par les prix s'égalise. Si on a l'égalité des utilités marginales pondérées par les prix, vous êtes à l'équilibre. Ça, hop, il y a plus, je ne vais plus effectuer de choix, je suis à l'équilibre. Et là, donc, on peut comparer plusieurs biens, on peut comparer avec Z, lorsqu'on aura toujours cette égalité, s'il avait un troisième bien, l'utilité marginale de Z par rapport à son prix, et on retrouve la situation d'équilibre. Tant qu'un bien m'apporte une utilité marginale positive, l'utilité marginale, elle est décroissante. Supposons que j'associe dans un processus productif la terre et le travail. J'ai 1 hectare et je veux cultiver ma terre. Si je prends un seul ouvrier, un 1 hectare avec un ouvrier, la production sera faible. La quantité produite, par exemple, on va produire, je ne sais pas, 20 kilos. Allez, on va dire on produit les pommes de terre. Si je garde toujours les hectares et je prends 2 ouvriers, certainement ils donneront bien mieux. Ils vont produire une quantité, par exemple, est égale à 30. Si je prends 3 ouvriers, ils vont peut-être donner encore plus. Ils vont donner, par exemple, 100 kilos. Mais à partir d'un certain moment, si vous gardez 1 hectare et vous mettez 100 ouvriers, l'utilité va commencer à baisser. Il y a trop d'ouvriers par rapport à 1 hectare. Et donc, l'utilité commence à... En principe, les premiers facteurs de production, les premières combinaisons, et on a une utilité marginale croissante. Le deuxième ouvrier, on voit ici par exemple, le deuxième ouvrier, il a donné
10, la différence. Le troisième, c'est la différence, ça c'est l'utilité totale, de 30 à 100. Le troisième, il nous a donné 70. Bien sûr, on l'a associé. Le fait d'ajouter un troisième ouvrier, l'utilité a augmenté. Mais nous, à notre niveau en S1, nous allons éliminer ces cas de figure pour ne pas vous compliquer la vie. On va simplement commencer au moment où l'utilité marginale devient décroissante. Donc, on suppose que l'utilité marginale est décroissante. L'utilité totale, ça va de soi. L'utilité totale, voilà, elle est là. À un moment, l'utilité totale, elle augmente. Elle atteint un seuil, c'est le seuil de saturation. Saturé, ça y est. Par exemple, les verres d'eau. Premier verre d'eau, deuxième verre d'eau, troisième verre d'eau, le quatrième verre d'eau. Ça y est, je suis saturé. Le principe de satuité, je n'en peux plus. Donc, j'atteins un seuil et puis, elle commence à baisser. Hop, elle peut même aller au-dessus de zéro. On a dit c'est la désutilité dans le cas des médicaments. On l'a bien illustré. Donc, on voit bien que l'utilité marginale est décroissante. On est dans la logique de l'utilité marginale décroissante. Donc, tant qu'une unité marginale me donne une utilité, même si elle est petite, je vais continuer à consommer. Il y a deux approches. Lorsqu'on veut étudier l'utilité, le problème de l'utilité dans l'analyse économique, soit on va adopter l'approche cardinale, on va supposer qu'elle est mesurable, mais il y a un certain nombre de problèmes, vous pouvez les trouver facilement dans les manuels. Elle pose quelques difficultés. Voilà. Bien X, il y a deux biens, le bien Y. Supposons que si j'achète 20 kg de tomates et 5 kg de tomates et de pommes de terre, elle me donne la même utilité que si j'achète 15 kg de tomates, je développerai tout à l'heure, hein, et je ne sais pas ici, 12 kg de pommes de terre. Tomates, pommes de terre. Et cette combinaison, elle me donnera la même utilité que si je consomme, par exemple, attention, faites attention, ce n'est pas parce qu'ici on est passé de 20 à 15, donc elle a baissé de 5, et ici elle doit augmenter de 5. Non, faites attention. C'est un piège dans lequel les étudiants... Donc, supposons qu'elle me donne la même utilité de 10 avec combinaison avec, je ne sais pas, 25, etc. Il y a des combinaisons qui me donnent la même utilité, la même satisfaction, la même jouissance, le même bien-être, le même bonheur selon les expressions. Donc, si j'ai 20 kg de tomates et 5, elle va me donner la même utilité que Y1, X1. Elle va me donner la même utilité que 15, X2 égale 15, Y, pardon, égale 15, et là égale 12. X2 égale 12, X1 égale 5. Voilà, donc là, on est là. Qui va me donner la même satisfaction que 10, Y3 égale 10, avec 25. X3 égale 25. Là, donc, on va avoir ces trois combinaisons me donnent la même satisfaction. Cette combinaison, X1, Y1, me donne la même utilité que X2, Y2, qui me donne la même utilité que X3, Y3. Je suis indifférent. C'est pour ça qu'on appelle la courbe d'indifférence. Je suis totalement indifférent d'acheter X1, Y1, d'acheter 20 avec 5, ou d'acheter 15 avec 12, ou d'acheter 10 avec 25. Je suis totalement indifférent. Ça s'appelle la courbe d'indifférence. Alors, ces trois combinaisons me donnent la même satisfaction, n'est-ce pas? Je suis indifférent. J'achète celle-là ou j'achète l'autre, elle me donne la même. Si je trace une courbe qui passe par toutes les combinaisons qui me donnent la même satisfaction, je passe
on en a plein. Si je passe par toutes les combinaisons qui donnent la même satisfaction, la même utilité, eh bien cette courbe, elle s'appelle une courbe d'indifférence. Alors, qu'est-ce qu'une courbe d'indifférence? C'est l'ensemble des combinaisons qui permettent de donner la même satisfaction. C'est l'ensemble des combinaisons, voilà la combinaison 1, la combinaison 2, la combinaison 3. D'accord? Et une courbe d'indifférence, elle a des caractéristiques. Vous l'avez donc dans le manuel que je vous ai communiqué. Vous allez trouver les caractéristiques. Moi, la caractéristique qui m'intéresse, c'est qu'elle est, d'abord, elle est décroissante et elle est convexe par rapport à l'origine. On ne peut pas accepter une courbe comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Il nous faut une courbe d'indifférence. L'une des caractéristiques d'une courbe d'indifférence, c'est la convexité. Également, une deuxième caractéristique, c'est les deux courbes d'indifférence ne se coupent jamais. Les propriétés des courbes d'indifférence, vérifiez l'axiome de non-saturation, courbes d'indifférence ne se coupent jamais, les courbes d'indifférence sont décroissantes et elles sont convexes par rapport à l'origine. Le point A, B et C, ils représentent une utilité identique. Pourquoi? On a donné le fromage et le beurre. Tout simplement parce qu'ils sont sur la même courbe d'indifférence. Je suis indifférent. J'achète 5 kg de beurre et 1 kg de fromage. Pareil que si j'achète 3 kg de beurre et 2 kg ou bien 2 avec 5. Ces combinaisons me donnent la même utilité, la même satisfaction, la même jouissance. Alors, pourquoi? Parce que cela va me permettre de définir une notion très importante. Pourquoi j'ai besoin d'une courbe convexe? J'ai besoin d'une courbe convexe par rapport à l'origine, tout simplement parce qu'il n'y a qu'une courbe décroissante, qui va me permettre la substitution. Voilà. Supposons que je me situe à ce niveau-là. 20, j'ai une combinaison 23. X1, XY. Dans mon panier, j'ai Y1 égale à 20 et X1 égale à 3. Je suis sur la même courbe d'indifférence. C'est-à-dire, je peux aller ici. On voit bien que nous passons de 20, par exemple, à Y2 égale à 10. Et je passe à X2 qui est égal de 3. Vous voyez qu'il n'y a pas un grand écart ici, par exemple de 3 à 4. Cette combinaison me donne la même utilité. L'utilité de la combinaison 20 est égale à l'utilité de la combinaison 10, 3. Vous voyez que quand on est passé de X1, Y1 de 20 à 3, de 23 à 10, 3, observez avec moi. Regardez là, on a abandonné. Encore, on va agrandir, comme ça vous allez voir. Donc, on est passé de 20 à 10. J'ai renoncé à 20 moins 10. J'ai abandonné. J'avais 20 et je suis passé à 10. J'ai renoncé à 10, la différence, 20 moins 10, pour avoir, non, ici pas 3, on a dit x2, 23, 10, 4. Hein. Attends, pardon, excusez-moi, vous avez corrigé par vous-même, certainement. Donc, on est passé à
10, 4. On a 10, 4. On a abandonné. On est passé de 20 à 10 et ici on est passé de 3 à 4. Pour gagner une unité supplémentaire, x1 égale à 3, x2 égale à 4. Pour gagner une unité supplémentaire de x, on a dû renoncer à 20 moins 10, ça veut dire 10. Donc on a abandonné 20 moins 10 pour avoir de y, donc ça c'est de y, pour avoir 4 moins 3 de x. Donc pour avoir finalement 4 moins 3, une unité. Ici, on a renoncé à 10 unités. Pourquoi on est passé de 20 à 10 pour avoir une unité supplémentaire de x? Parce que simplement, quand on était à ce niveau-là, on avait une quantité très grande de y. Ici, c'est y et ici, c'est x. La quantité que j'ai de y est très abondante. Si j'ai une grande quantité de fromage et une très petite quantité de beurre, je suis prêt à vous donner une grande quantité de fromage contre une petite quantité de beurre. Parce que le fromage est très abondant par rapport au beurre. J'ai une grande quantité de fromage, une petite quantité. Je n'ai que x égale que 3 kg de beurre et j'ai 20 kg de fromage. Donc je suis prêt à abandonner 10. Donc je n'aurai que 10, passer de 20 à 10, de 20 à 10, pour que vous me donniez une unité. Ah, il n'y a que cette forme de courbe décroissante et convexe qui me permet de montrer économiquement parlant et non pas simplement de façon mathématique que lorsque le bien est très abondant, en grande quantité, je peux l'abandonner facilement. Raisonnons dans l'autre sens, supposons que je suis là. Maintenant, j'ai une petite quantité de y. Je ne sais pas si on voit bien avec ces couleurs. J'ai une petite quantité de y. Supposons que maintenant ça c'est y1, y2, maintenant y3. Supposons y3, je n'ai que 5 unités. 5 kilos de fromage. Alors je vais abandonner, supposons que je me situe là. Je vais renoncer à y4. Par exemple, on va mettre ici 4. Alors, je renonce ici à combien? Je renonce, j'abandonne 1 kg de fromage. Je passe de 5 à 4. Donc, je vous donne 1 kg de fromage. Mais combien vous allez me donner de beurre? Regardez ce que vous allez me donner de beurre. Ça, c'est son abscisse. Alors, supposons qu'ici, on était à x égale, je ne sais pas, 20. On passe ici à x égale à 50. Je suis prêt à renoncer à 1 kg de beurre, mais contre 1 kg de fromage, mais contre 30 kg de beurre, la différence. Je passe de 20 à 50. La différence, c'est 30 kg. Donnez-moi 30 kg de x, je ne vous donnerai qu'un seul kilo de fromage. Pourquoi? Parce que le fromage est devenu rare. J'ai une petite quantité de y. Donc je ne peux pas vous la céder facilement, je ne peux pas vous la donner facilement. Donnez-moi une grande quantité de x, je vous donne une petite quantité de y. Quand je suis là, j'ai une grande quantité. Donnez-moi une petite quantité de x, je vous donne l'inverse, une grande quantité de y. Vous voyez que ça, c'est la substitution. C'est logique sur le plan économique. Si vous avez une grande quantité d'un bien, vous le cédez facilement. Si vous avez l'économie de la rareté, vous avez une petite quantité d'un bien, vous ne le cédez pas rapidement. Et il n'y a que cette forme de courbe d'indifférence qui va nous permettre
d'établir cette règle. C'est une caractéristique des courbes d'indifférence et c'est ce qu'on appelle la différence entre y1 moins y0 sur x1. Par exemple, y1 moins y2, on va mettre la différence, y2 moins y1. On revient le marqueur normal, on revient au marqueur. Donc on aura y2 moins y1, c'est ce qu'on a calculé, 20 moins 10, 10 moins 20 en principe, puisqu'on est passé de ce point-là à ce point-là, y2 moins y1 sur x2 moins x1, x2 moins x1. Cela me donne y2, c'est 10. Là, c'est pour illustrer. Donc, ça va nous donner... Et on termine avec ça pour aujourd'hui. Donc, on aura 10. On aura 10 hop. C'est la fin. Là. 10. Voilà, 10 moins 20 sur x2 moins x1 sur 4 moins 3, puisque la relation, elle est toujours dans le sens inverse. On abandonne un bien, on gagne un autre bien. On abandonne un bien, on gagne un autre bien. Donc, j'abandonne y, je gagne x. Il y a toujours le sens inverse, donc automatiquement, le signe sera négatif. 10 moins 20, c'est moins 10. Sur 4 moins 3 égale à 1. Donc, on aura moins 10 sur 1 qui est égal à moins 10. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter le signe plus, pour avoir, le signe moins, pour avoir une valeur positive. C'est ce qu'on appelle tout simplement le TMS. Le taux marginal de substitution de y pour x, c'est la quantité de y que je dois abandonner, le taux marginal de substitution. Marginal. Substitution, c'est-à-dire de remplacer. Quel est le taux? Avec quel taux je vais remplacer? Oui, taux marginal de substitution, c'est la quantité de y que je dois abandonner, y2 moins y1, pour avoir une unité supplémentaire de x. Pour avoir une unité supplémentaire de x. C'est ça le TMS. Le producteur, il s'appellera le TMST, taux marginal de substitution technique. Sinon, c'est le même principe. Le taux marginal de substitution, c'est ça. C'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Bien, on va terminer pour... Cette séance, c'est réservé exclusivement à la conceptuelle et les concepts. Fait dans de bonnes conditions.